Voilà, donc l'enregistrement commence. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses aujourd'hui. On voulait donc vous proposer un webinaire donc dédié à la mesure 9 des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Pour vous recontextualiser un petit peu la chose, on avait eu un premier webinaire. J'imagine plusieurs d'entre vous étaient déjà présents. Donc c'était au mois de juin de cette année. Et c'était un webinaire qui avait vocation à vous présenter en fait le nouveau cahier des charges des équipes mobiles psychiatrie précarité, mais également de vous présenter la coordination qui s'est montée au niveau national. Euh, et dans le cadre de la préparation de ce webinaire, on avait eu beaucoup de questions sur cette mesure. Et donc, on avait pensé que ça pourrait être intéressant d'avoir un point dédié sur le sujet. L'idée, c'est surtout de vous permettre d'avoir un temps d'échange avec vos coordonnateurs et avec nous, bien évidemment, côté des GOS. Voilà, de pouvoir poser la totalité de vos questions. Ce webinaire va se faire en 3 temps. Donc, on aura une très courte présentation côté des GOS pour vous recontextualiser un petit peu la mise en place de la mesure, quels étaient ses objectifs, etc. Et ensuite, on passera directement à une présentation de la région Île-de-France et une présentation de la région Occitanie. Donc, 2 présentations qui vont être faites par les coordinateurs de ces régions. Et l'idée, c'est qu'ils puissent en fait revenir sur la mise en œuvre de cette mesure au niveau régional, voir ce qui a pu être mis en place, mais également vous faire part des réflexions qui ont eu lieu sur leur territoire, avec des temps d'échange qui avaient réuni l'ensemble des psychologues de cette mesure 9. Voilà, donc pouvoir vous partager un petit peu les réflexions qui ont été faites. Et ensuite, on vous proposera un temps d'échange avec l'ensemble des participants. Comme on est très nombreux, on a simplement quelques précautions d'utilisation. Donc, s'il vous plaît, fermez bien vos micros. Et pour les questions, vous pouvez soit lever la main et on vous donnera la parole, soit poser vos questions dans le chat. On est plusieurs à avoir voilà, la vision de ce chat et on pourra répondre à vos questions. Si on n'arrive pas à répondre à la totalité de vos questions, puisqu'on est très nombreux, ne vous inquiétez pas, nous allons faire une FAQ comme on avait fait pour le dernier webinaire et on reprendra l'ensemble des questions qui ont été posées et on vous enverra le document, on enverra également le support et on enverra l'enregistrement de ce webinaire pour que vous ayez l'ensemble des informations. Donc, pour commencer, donc très rapidement sur le sujet de la mise en œuvre de la mesure, je vais laisser la parole à ma collègue Adeline. Alors, bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien. C'est bon, ok, j'ai eu un doute. Juste rapidement pour vous rappeler le cadrage initial de la mesure qui a été portée, précisée dans une instruction qui a été portée de manière interministérielle avec la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, la direction générale de l'offre de soins et la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Cette instruction a été datée du 1er avril 2022. Elle avait pour objectif donc de mettre en place un soutien psychologique et ou psychosocial des publics pris en charge dans le secteur qu'on appelle AHI, de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion. On avait initialement ciblé un recrutement pérenne donc de 500 psychologues et ou infirmiers en pratique avancée. Et pour ce faire, on a obtenu un financement pérenne dans le FIR de manière prévisionnelle à hauteur de 30 millions d'euros. En termes de modalités d'organisation et de rattachement au poste, ce qu'on avait prévu dans l'instruction, c'était vraiment que les ARS puissent, à leur main, selon leur territoire, selon les possibilités qu'elles ont, rattacher ces postes aux équipes mobiles psychiatrie précarité, aux permanences d'accès aux soins de santé, aux équipes mobiles santé précarité et, selon les territoires, une possibilité que ce soit les structures sociales, les centres ou les maisons de santé qui les portent. Et l'objectif, c'était de ne pas isoler les postes, mais de les inclure dans les équipes pour justement qu'elles puissent aussi bénéficier de tout le soutien logistique, administratif qu'on peut avoir dans une équipe et ne pas exercer seule les missions. Sur la diapositive suivante, on a fait un premier bilan d'étape en 2023 qu'on voudrait refaire cette année en fin 2024. Et on avait identifié fin 2023 quelques freins finalement à la mise en œuvre de cette mesure. Au départ, on avait calibré le poste de psychologue à 60 000 euros, ce qui s'est révélé vraiment insuffisant dans certains territoires. Alors, je pense aux territoires ultramarins, mais également dans les grandes agglomérations, et aussi insuffisant pour recruter vraiment des profils davantage expérimentés, compte tenu finalement de la difficulté de ces postes et de la difficulté pour fidéliser certains profils.
Au bout du compte, on a eu peu de recrutement d'IPA car ils ont été vraiment captés au départ par l'hôpital, sachant qu'en 2022, on était vraiment aussi au lancement de la mesure IPA. En termes de structure bénéficiaire, ce sont principalement les équipes mobiles psychiatrie précarité qui ont recruté, enfin en tout cas sur lesquels les postes de psychologues se sont adossés, mais également quelques accueils de jour, des CHRS, mais aussi des PASS et des SIAO. Fin 2023, les ARS nous avaient fait remonter beaucoup de recrutements qui devaient être effectifs. Et donc voilà, on a l'objectif, nous, au niveau national, de refaire un nouveau bilan fin 2024 pour justement voir un petit peu où on en est, re-identifier les freins et voir ce qu'on peut faire pour éventuellement les lever. Je vais maintenant laisser la parole à Barbara Bertini de la RS Île-de-France qui va faire un déploiement finalement, un point d'étape de la mesure en Île-de-France. C'est Salima qui va commencer, ma collègue. Pardon, autant pour moi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Donc, je suis Salima Alleghi, je suis chef de projet promotion de la santé mentale au sein de la DSP, donc ARS Île-de-France. Et donc, moi, je suis plus en charge du suivi de l'enveloppe budgétaire concernant cette mesure. Et Barbara fait plus de travail de terrain. Donc, moi, je vais vous présenter la partie budget et recrutement. Et je laisserai ma collègue Barbara vous faire un retour du terrain, du coup. Donc concernant notre enveloppe budgétaire, comme vous le savez, donc le financement est assuré par le FIR. Donc en 2022, donc un montant de 2 650 000 euros donc a été délégué à la région Île-de-France, ce qui représentait 44 ETP. Et à l'époque, elles étaient valorisées à 60 000 euros l'ETP en année pleine. Donc en 2023, donc 2 400 000 euros. Donc notre enveloppe a été un petit peu baissée. Ce montant-là nous a été délégué en 2023 pour représenter 36 ETP. Donc on a fait le choix de réduire le nombre d'ETP pour augmenter le coût financier du coup des salaires des psychologues. Donc, à noter que donc on a avec application du coup du même coût poste pour les ETP financés en 2022, qui étaient à 60 000 euros. Donc en 2023, on les a augmentés à 66 000 euros. Et du coup, en 2024, donc c'est tout récent. Donc pour avoir les ETP de la vague 3, donc on a eu un peu plus d'1 million d'euros cette fois-ci. Donc, ce qui représentait 16 ETP, pareil, valorisé à 66 000 euros. Concernant les ETP de la vague 3, donc pour l'instant, ils sont en cours de fléchage dans certains départements pour renforcer et couvrir les territoires qui n'étaient pas couverts avec les ETP de la vague 1 et 2. Donc voilà, certains départements commencent déjà à conventionner pour la vague 3, alors que d'autres, ils sont encore en cours de négociation avec la DRIL et pour vraiment identifier les zones qui ne sont pas couvertes. On peut passer à la slide 2, s'il vous plaît. Donc ici, vous avez un tableau récap du nombre de TP par département, mais vous n'avez pas peut-être besoin d'avoir les ETP par département, les détails. Mais donc en termes de conventionnement, donc on a conventionné pour 67 ETP qui représentent qui nous ont été délégués par la vague 1 et 2. Sur ces 67 OTP conventionnés, pour l'instant, on a 49 psychologues pour la plupart. On n'a pas d'infirmiers, donc psychologues qui sont recrutés et donc ils sont recrutés, ils sont en fonction à date et donc il nous reste à peu près 17-18 ETP qui sont en cours de recrutement. En termes de rattachement administratif, donc on a donc les psychologues qui sont rattachés aux EMPP. On a dans certains départements qui ont fait le choix de rattacher ces psychologues directement aux structures AHI, dans le 93 notamment et aussi dans le 95. Mais par exemple, le 93 aussi a quelques difficultés à déployer, à suivre ces psychologues-là, car ils sont rattachés directement aux structures AHI, mais je pense que Barbara va vous donner plus de détails. Donc voilà.
Concernant le recrutement, du coup, je vais laisser la parole à Barbara pour vous détailler la suite concernant les instances qui existent ici en Île-de-France et le retour de la réunion régionale qui a eu lieu récemment en 2024. Alors, bonjour, Barbara Bertini. Donc, je suis coordinatrice régionale des PASS, les permanences d'action soins de santé à l'ARS Île-de-France, et avec le docteur Alain Merquel, on est en coordination sur les MPP, donc 23 MPP en région Île-de-France et 68 PASS, toujours au niveau de la région Île-de-France. Donc, en fait, comme l'a dit ma collègue, on a des rattachements administratifs qui sont différents selon les départements, voire au sein d'un même département, on peut avoir une MPP qui porte les psys de la mesure 9 et dans une autre partie du département, ils sont rattachés directement aux structures. Donc, déjà au niveau, on va dire, de la comitologie au niveau institutionnel, c'est porté par les départements de la santé mentale, mais les psys qui sont rattachés aux MPP bénéficient également des instances de coordination, notamment la coordination régionale des MPP auxquelles ils peuvent participer. Et il y a eu une première rencontre avec l'ensemble des psys de la mesure 9, pas l'ensemble, mais la grande majorité, à savoir une cinquantaine de personnes en le mois de mai. Une nouvelle réunion est organisée en décembre, si je ne dis pas une bêtise. Dans le cadre de cette rencontre, où l'idée c'était vraiment, de faire connaissance, de comparer, parler de leurs difficultés, des leviers facilitateurs, etc. Il y a eu plusieurs choses qui sont ressorties de cet échange de 2-3 heures d'une façon assez unanime, à savoir déjà la nécessité d'informer vraiment sur les rôles du psy mesure 9, les structures dont ils interviennent, à savoir que pour certaines structures, il s'agit d'orienter vers les psys des personnes qui ont, on va dire, des difficultés, des cohabitations avec les autres résidents de la structure, mais qui n'ont pas forcément un problème psy. Donc, en gros, ça veut dire aussi une mauvaise orientation vers les psys. Voire versus des pathologies psychiatriques très lourdes pour qu'effectivement l'orientation vers un psychologue n'est pas adaptée. Donc, tout d'abord, vraiment faire un plaidoyer sur qui doit être orienté vers les psychologues de la mesure 9. Ensuite, alors au moins en région Île-de-France, on a des jeunes. Alors, moi, je suis vieille, donc je les vois très jeunes, mais de sont des jeunes psy, et donc avec aussi des besoins, demander des besoins des formations sur des thématiques spécifiques, notamment Diogène, les addictions, mais aussi les syndromes post-traumatiques, etc. Les besoins de supervision, notamment pour les psys qui ne sont pas rattachés à des MPP et donc qu'ils ne peuvent pas forcément bénéficier d'une intervision, qui n'est pas la même chose de la supervision, mais voilà, globalement, besoin de supervision et intervision. Beaucoup des remarques sur les lieux d'exercice. Donc, alors, on peut voir des locaux qui sont absolument adaptés, voire qui ne le sont pas. Donc, soit par manque de confidentialité, soit pour des problèmes de sécurité. Donc, un lieu, une pièce qui est un peu éloignée des autres collègues et carrément se pose la question sur les consultations qui vont avoir lieu sur les lieux de vie des patients, notamment les personnes qui sont hébergées à l'hôtel pour les 115, chose qui, on va dire, implique entre guillemets la gestion des hôteliers qui eux-mêmes ils se permettent, alors que bien évidemment ils ne bénéficient pas de cet accompagnement, mais parfois les hôteliers sont un peu envahissants, voire ils se permettent de dire certaines choses, mais c'est surtout les problèmes de la confidentialité, les lieux adaptés, les espaces adaptés pour que ces consultations soient efficaces.
Euh, Globalement, ce qui ressortait en région Île-de-France, c'est que l'intégration des psy-mesures 9 avec les travailleurs sociaux des structures HI était très positive et fortement nécessaire aussi pour mieux connaître les structures, les publics accueillis, etc. Et également une très bonne coopération avec les équipes des MPP pour les psys qui sont rattachés aux MPP. Voilà, et mais par contre, une nette différenciation entre les rôles et les missions du psy mesure 9 en HI, voire les psys qui travaillent dans les MPP. L'autre question qui a été vraiment débattue, c'est la durée du suivi et c'est la rupture du suivi et jusqu'où on va. C'est-à-dire que, par exemple, certaines structures considèrent que si la personne a changé des lieux de vie ou qui a eu accès à un hébergement, euh, son suivi doit s'arrêter. Des autres considèrent que l'effet qu'il a changé des lieux de vie n'implique pas un arrêt du suivi. Et ceci décline aussi sur combien de temps dure un suivi et un accompagnement psychologique. Et pour finir, alors quelques problèmes, mais vraiment sur la marge des logistiques. Donc, par exemple, des psys qui interviennent dans des structures qui sont très éloignées et donc ils vont bénéficier des voitures des MPP. Donc, voilà, il y a quelques soucis de logistique, mais qui franchement, ce n'est pas les recours à ISM, par exemple, à ISM interprétariat ou des choses comme ça, que ça demande des ajustements en termes de logistique, mais aussi des moyens économiques. Et pour terminer, aussi une demande de capitaliser les travaux effectués. Donc, comme vous le savez toutes et tous, il y a quelques questions sur les rapports d'activité pyramide et passe, mais sont plutôt des questions, on va dire, organisationnelles. Et là, l'idée, c'est pouvoir créer un recueil d'activités qui puisse à la fois valoriser les travaux effectués par les psy de la mesure 9, mais aussi caractériser sociologiquement un peu la typologie des personnes bénéficiaires de ces séances psy. Voilà. Merci beaucoup, Barbara. Euh, pour la région Occitanie, je laisse Isabelle et Pierre-Alexandre prendre la parole. Donc moi, je suis Isabelle Benbouabid, donc coordinatrice régionale des PASS et des EMPP sur la partie est de l'Occitanie. Et donc, nous allons vous présenter, faire ce petit retour sur l'Occitanie avec Pierre-Alexandre Savignac, qui est donc arrivé très récemment en remplacement d'Élodie Taral, qui est actuellement en congé maternité. Voilà. Et donc, Pierre-Alexandre est sur la partie ouest de l'Occitanie. Alors, quelques mots sur ce qu'on a mis en place en Occitanie, donc par rapport déjà à la mesure 9, donc petit rappel de contexte sur notre région. L'objectif était de recruter 27 équivalents temps plein de psychologues à la OUD ou d'IPA à la fin de l'année 2024. Donc à ce jour, alors quand je dis à ce jour, oui c'est ça, à ce jour 14 psychologues ont été recrutés et non pas un IPA mais un IDE également. Et les derniers recrutements sont en cours. Donc on espère d'ici la fin de cette année que l'ensemble des postes seront pourvus. Un petit focus sur la manière dont le rattachement a été... Alors, ce qui était préconisé par l'ARS, c'était donc un rattachement aux EMPP ou au PASS, comme le prévoyaient les textes. Et évidemment, d'autres cas de figure ont été étudiés. Et donc, à ce jour, sur les 13 départements de la région, 8 d'entre eux ont fait ce choix de rattachement à une EMPP. Parmi ces 8 départements, 2 ont fait un choix mixte, c'est-à-dire EMPP, association SIAO. Et 2 départements ont rattaché ces postes à des SIAO. Et enfin, 2 autres départements ont rattaché uniquement ces postes à des associations. Voilà.
Donc, il nous paraissait important de rappeler que au niveau de la circulaire, ces psychologues mesure 9 ne sont pas des renforts pour les EMPP. Ça, c'est important. Je vais laisser la parole à Pierre-Alexandre. Oui, bonjour à toutes et à tous. On peut passer à la prochaine diapo, si vous voulez bien. Donc l'idée, par rapport à la coordination régionale, alors qui va évoluer un peu, on vous le dira à la fin, mais en tout cas au départ pour accompagner la mise en œuvre de la mesure 9, on a participé à la création donc, de l'annuaire régional des psychologues pour favoriser les échanges. Et on a invité les psychologues qui étaient déjà recrutés sur ces postes-là à la journée d'échange régional des EMPP d'Occitanie qui était organisée en mai 2024. Et l'idée, c'était de pouvoir organiser un atelier qui était dédié aux psychologues qui étaient déjà en poste sur la mesure 9 pour qu'ils puissent échanger sur les pratiques en AHI et faciliter les prises de poste sur des personnes qui, de manière générale, venaient d'arriver sur ces postes-là. On a du coup organisé cet atelier qui était animé par 2 psychologues qui étaient déjà en poste depuis un moment, qui pouvaient du coup témoigner de leur expérience et de la façon dont ils s'inscrivaient dans le travail des équipes dans les structures AHI. Autant pour moi, je parle dans le vide, je n'avais pas branché mon micro. Par rapport à les constats qui ont été établis par ces psychologues qui se sont réunis et qui étaient très très heureux d'ailleurs de se rencontrer, on les a regroupés en 3 points un petit peu différents, enfin 3 points. La première, c'était l'articulation donc de ces psychologues avec les EMPP, donc pour ceux qui étaient rattachés à des EMPP, c'est que globalement, ce rattachement avait facilité leur intégration. Mais bien évidemment, une fois qu'avaient été suffisamment définies les interventions des uns et des autres, des structures, délimiter les structures, les déterminer et les modalités aussi de travail ensemble sur des territoires communs. Ce qui a été souligné aussi en termes de constat, c'est la nécessité de communiquer et de prendre un temps de réflexion, là encore, pour définir le périmètre d'intervention et clarifier les rôles de chacun, début et fin des prises en charge. Concernant les lieux d'intervention, donc bien évidemment, il s'agit des lieux d'accueil, d'hébergement et d'insertion, à AHI. Et une priorité a été donnée aux accueils de jour. Et ça, c'était un peu une prérogative, on va dire, de l'ARS au moment de la mise en place de la mesure. Et donc, certains psychologues ont été amenés à refaire un état des lieux pour identifier plus précisément leurs lieux d'intervention en fonction des besoins repérés. Ce qui est apparu également en 3e constat, c'est certaines difficultés rencontrées, alors pas de manière, pas pour tous, mais pour certains, sur la question de l'adaptation des locaux dont parlait Barbara tout à l'heure. Et donc, surtout une capacité, on va dire, des psychologues à s'adapter aux institutions et donc aux lieux, et du coup à adapter aussi leurs pratiques. Et la nécessité donc de création de liens avec les équipes des structures AHI. C'est-à-dire, c'est aussi intégration dans différentes équipes, à la fois les équipes EMPP, les équipes AHI. Et donc, c'est vrai que ça, c'est pas forcément une difficulté, mais en tout cas, ça demande d'importantes capacités d'adaptation, on va dire, de ces professionnels. Vignette suivante, s'il vous plaît. Alors, pour poursuivre sur les constats concernant ces psychologues, donc, dans les modalités d'intervention qui ont pu être adoptées, alors, pour la majorité d'entre eux, il y a eu un temps de repérage qui a été nécessaire, et prise de premier contact pendant un des professionnels a pu faire part d'une démarche particulière, et dans mon souvenir d'ailleurs, c'était quelqu'un qui avait un peu plus d'antériorité dans la fonction. Le choix qui a été fait, c'était non pas de commencer par des prises en charge individuelles, mais plutôt de favoriser le collectif à travers des ateliers thématiques
pour créer du lien, être repéré, identifié par les personnes qui fréquentaient les lieux d'accueil, et ensuite pouvoir envisager des rencontres plus individuelles avec ces personnes. Ce qui est ressorti également dans les constats, donc c'est l'importance de la notion d'équipe par rapport à un sentiment d'isolement de certains de ces psychologues dans leur pratique, notamment qui n'ont pas de binôme, puisqu'on a des départements sur lesquels il y a peu de postes ou en fonction du rattachement, ils peuvent être seuls. Voilà. C'était du coup facilité par le rattachement à des EMPP. Ce qu'ils ont pu aussi évoquer, c'était le besoin d'être accompagnés dans l'intégration dans les équipes. Et à contrario aussi, ce qu'ils ont souligné, c'était l'équilibre professionnel qui était facilité, donc s'il y avait une équipe, ou un binôme, au moins un binôme pour débriefer et s'organiser. Voilà. Voilà, je laisse la parole à Pierre-Alexandre. Il y a des questions qui ont été soulevées pendant l'atelier sur lesquelles il n'y avait pas forcément de réponse immédiate, notamment du coup l'inscription de l'activité dans le temps. La circulaire, elle ne fixe pas de durée tant que la personne est dans la structure qui est suivie en termes d'accompagnement et je sais qu'il y a eu des questions même sur d'autres régions pour savoir si l'accompagnement pouvait continuer même si la personne était sortie. Donc ça, c'est des choses qui doivent être encore partagées. La question du relais des possibilités d'appui avec les CMP, notamment du coup de pouvoir travailler sur le lien, de faire attention à ce que la personne ne soit pas sur des ruptures de parcours suite à des orientations, parce qu'on sait que c'est toujours long et compliqué, et aussi parce que quand il y a des changements de structure, les personnes peuvent changer de territoire. Donc ça, c'est des choses qui restent à travailler. La question d'un lieu tiers d'exercice pour permettre la continuité de ce lien. Donc est-ce que les psychologues peuvent notamment faire des consultations ailleurs que dans la structure AHI si la personne elle sort, etc. Donc ça, c'est des questions qui revenaient. Et enfin, le travail en lien avec les médecins généralistes, qui était une piste du coup intéressante pour l'accessibilité aux psychiatres en termes d'orientation et d'adressage, de pouvoir travailler avec les médecins. Il y a une question autour de la formation et de l'accompagnement des professionnels, donc à savoir comment on peut formaliser des formations sur des questions qui reviennent de manière globale, quoi. On a parlé tout à l'heure notamment sur le stress post-traumatique, des choses comme ça qui reviennent par rapport au public qu'on connaît, mais il y a bien d'autres choses qui sont partagées en fait par les publics que les psychologues accompagnent. Et enfin, il y a des interrogations qui ont été soulevées donc, dans le cadre de ces premiers échanges sur l'accompagnement et le suivi qui étaient différents en fonction du rattachement de la structure MPP ou non. La question de la formation continue, notamment par rapport à des obligations en tant qu'employeur au niveau des structures de rattachement qui ne sont pas forcément les mêmes. Si on est sur la fonction publique hospitalière ou du milieu associatif ou quoi, on n'est pas sur les mêmes obligations. Et en tout cas, c'est des choses des besoins qui remontent au niveau de la prise en charge des publics au niveau AHI. La question de la pérennisation du dispositif, voilà, en termes de modalités d'intervention pour savoir si ça s'inscrit dans le temps et combien de temps. Et les questions voilà, d'un rapport d'activité commun à l'ensemble des professionnels, à voir dans Pyramide, il y a des indicateurs qui sont demandés, qui ne sont pas forcément les plus adaptés, donc qui doivent évoluer. En termes de propositions d'action donc, sur l'Occitanie, l'idée c'était de pouvoir partager l'annuaire au niveau des psychologues pour qu'on puisse favoriser les échanges. Et il y a un projet de mise en place d'une coordination, alors qui ne sera pas du coup porté par nous, Isabelle et moi, en remplacement d'Élodie, sur l'Occitanie, mais qui sera porté, qui a été... c'est un choix au niveau de l'ARS sur la région par la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui va travailler là-dessus, mais avec qui forcément on sera en lien vu qu'on travaille nous sur la coordination des EMPP.
Voilà pour nous, au niveau de l'Occitanie. Merci beaucoup. Merci à tous les 2 pour la présentation. Je vous propose qu'on passe au temps d'échange. Alors je vais juste arrêter le partage pour pouvoir vous voir. L'idée, c'est, autant de nous faire part de vos retours d'expérience, personnels sur cette activité-là, que poser des questions, que ce soit au niveau des coordonnateurs, au niveau, national. On ne dit pas qu'on aura forcément toutes les réponses, mais n'hésitez pas. Et ça peut être aussi, une remontée de certains besoins, d'outils qu'on pourrait éventuellement, voilà, mettre en place, développer, qui pourraient vous aider, vous accompagner. Parce que comme vous le savez peut-être, donc cette coordination qui s'est montée au niveau national a surtout et pour premier objectif de développer des outils qui puissent vous accompagner, dans votre quotidien de manière très concrète et pratique. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, sur le sujet. Oui, alors j'ai juste le nom de l'EMPP, Diogène, si vous voulez prendre la parole? Je mets la caméra. Oui, bonjour, je suis le docteur Robert. Je suis le médecin psychiatre qui coordonne l'équipe mobile psychiatrie précarité Diogène. Nous voulions, donc je suis accompagnée de Madame Jedi, psychologue. Nous voulions faire part un petit peu de notre expérience. Nous avons bénéficié d'un grand nombre de ressources humaines dans le cadre de la mesure 9. Je suis désolée, je suis un peu malade, donc essoufflée. Et justement, les 9 ETP ont été rattachés à l'EMPP, les 9 ETP psychologues de la mesure 9 ont été rattachés à l'EMPP par l'ARS, un peu malgré notre avis. Nous avons donc pu bénéficier comme ça de beaucoup de recrutements. On est en cours de recrutement. La principale difficulté, c'est qu'effectivement, malgré le plaisir qu'on a de voir arriver beaucoup d'aides dans le cadre de cette mesure 9, au niveau logistique, 9 ETP, c'est des locaux, c'est de la coordination, c'est de la supervision, c'est énormément de démarchage au niveau de toutes les institutions partenaires, c'est la répartition de toutes ces ressources humaines. Et effectivement, donc, nous, aujourd'hui, on voulait faire part de la grande difficulté qu'on a, hein, malgré le plaisir de travailler, d'étoffer nos outils, notamment le principal écueil que je voulais souligner ici, c'est celui d'avoir, on a dû un peu innover. On a eu aussi beaucoup de chance avec notre institution, nos EPSM qui ont joué le jeu, qui nous ont donné des locaux adaptés, qui nous ont permis d'avoir une superviseuse, etc., et qui ne rechignent pas effectivement à ce qu'on recrute des psychologues qui ont beaucoup d'expérience, donc qui coûtent beaucoup plus cher que les ressources que vous nous avez octroyées. Mais au-delà de ça, moi, ce que je voulais vraiment souligner aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place, et c'est pour ça que Madame Jedi est là aujourd'hui aussi pour en témoigner, une coordination. Et une coordination des psychologues, ça n'existe pas, c'est un métier qui n'existe pas, qu'on a dû créer de toutes pièces. De manière à pouvoir justement coordonner l'ensemble des ressources aujourd'hui et de pouvoir faire fonctionner cette équipe qui est quasiment doublée. Hein, notre dispositif Diogène, c'était une douzaine de TP. Aujourd'hui, on arrive à plus d'une vingtaine. Alors, on ne va pas s'en plaindre, évidemment, c'est pour le bien de nos usagers, mais ça reste quand même quelque chose d'extrêmement complexe à mettre en place. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a dû se réinventer, et malgré le fait que c'est un métier qui n'existe pas, l'encadrement des psychologues, ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc, on improvise, mais aujourd'hui, ça serait bien qu'on soit aidé justement pour que la coordination psychologique des psychologues soit quelque chose qui puisse politiquement exister de manière à pouvoir être dans les clous et puis pouvoir travailler avec des grilles de salaire compatibles aux fonctions qu'on demande aujourd'hui à notre coordinatrice. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. J'ai bien noté les différents points et c'est vrai que le point des locaux revient régulièrement puisque nous, on est souvent sur le financement de ressources humaines, mais il y a effectivement tout ce sujet de locaux et également de supervision et de coordination que vous avez mentionné. Donc, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on peut
aborder le sujet. J'ai vu qu'il y avait une question dans la conversation sur d'éventuels crédits supplémentaires. À l'heure actuelle, pour être tout à fait transparent, on n'a pas d'autres crédits que l'on devrait avoir, en tout cas pour 2024, ce qui ne signifie pas qu'on n'en aura plus jamais, bien évidemment. Mais simplement, la mesure avait été pensée sur 3 ans. Et donc, voilà, pour le moment, on n'a pas de nouvelles de mesures nouvelles que l'on devrait obtenir pour 2025. Mais d'où l'intérêt aussi d'avoir ce retour du terrain pour qu'on ait un petit peu une vision exhaustive des besoins et qu'ensuite on puisse faire, nous, passer nos demandes. Alors, ce sera peut-être pas pour 2025, mais au moins pour 2026 et qu'on puisse avoir un compte rendu un petit peu étayé de tout ce qui a été mis en place sur le territoire et de ce dont vous auriez besoin. Il y a une deuxième question. Madame Garcin, j'espère que je prononce correctement. Oui, bonjour, je suis Pauline Garcin, je suis médecin coordinatrice au niveau de la MPP de Montauban. Et les psychologues sont rattachés aux EMPP dans le département. Et l'ARS nous avait précisé que les demandeurs d'asile ne pouvaient pas bénéficier de cette mesure 9. Donc les psychologues actuellement n'interviennent pas au niveau des CADA. Les CADA font demande de suivi pour leurs résidents. Quelle est la raison du fait qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette mesure, les demandeurs d'asile? L'ARS n'a pas su nous répondre. Du coup, est-ce que vous savez? Je suis désolée, vous pouvez répéter votre dernière phrase? Je vous entends pas très, très bien. L'ARS ne savait pas la raison pour laquelle les demandeurs d'asile ne pouvaient pas bénéficier des psychologues de la mesure 9. Est-ce que vous connaissez Je peux répondre si tu veux. Je peux répondre. Alors, je suis Adeline Berthe, je suis la collègue de Emma, de la DGOS. En fait, au départ, quand on a calibré la mesure, on s'est posé la question justement du périmètre et de savoir jusqu'où on allait. Et compte tenu déjà des besoins qui avaient vraiment identifiés sur le secteur AHI, ça a été un choix hein, de limiter, de ne pas aller sur les CADA et sur ces dispositifs-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ignore pas qu'il y a des besoins, hein, mais voilà, au départ, ça a été vraiment ciblé sur le secteur AH. Parce que nous, c'est un petit département et la psychologue de l'AMPP couvrait déjà beaucoup de structures. Donc, les psychologues recrutés sont allés sur d'autres structures, mais du coup, il y aurait éventuellement du temps pour aller sur les CADA. Donc, est-ce qu'ils peuvent y aller s'il y a des demandes? Alors moi, en tout cas, pour le coup, alors moi, je suis assez pragmatique. Je me dis que si finalement, sur votre territoire, vous avez réussi à couvrir vos besoins sur le secteur AHI et que vous avez la possibilité avec des professionnels qui sont d'accord, volontaires pour y aller dans ces structures-là, allons-y, quoi. Au contraire, tout ce qui peut être positif pour les publics pris en charge, si ça ne pose pas de difficultés et que les besoins sont couverts par ailleurs, oui, il faut être intelligent aussi, quoi. On ne va pas empêcher d'aller dans des structures où on sait qu'il y a des besoins aussi très importants. Oui, je me permets d'intervenir, Juliette, pardon, je suis conseillère santé à la DILP, la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté, qui avait du coup initié cette mesure 9 des assises. Donc effectivement, au regard des besoins, avait été privilégié uniquement le secteur de la HI lors de la précédente équipe DILP et aussi parce qu'effectivement, voilà, côté santé des demandeurs d'asile, c'est plutôt géré à l'intérieur. Donc voilà, on est, mais je vous confirme ce qu'a dit Adeline, hein, c'est-à-dire que, et c'était inscrit dans l'instruction que vous connaissez sûrement par cœur, il y a une certaine souplesse quoi, qui est donnée. Donc effectivement, selon les besoins, vous pouvez envisager, si les besoins en AHI sont couverts, d'aller de plus intégrer un psychologue en CADA, travailler avec votre ARS sur le sujet, et l'ARS pourra revenir auprès de l'administration centrale, que ce soit la DGS ou nous, sur ce sujet, mais voilà, il y a une certaine souplesse qui est laissée. Merci Juliette. Donc ensuite, on a une question. Alors, FP, je suis désolée, j'ai que les initiales et je me permets simplement de dire dans le chat, on a une question d'une EMPP, mais qui demande l'avis d'autres EMPP, donc n'hésitez pas aussi à répondre directement dans le chat, mais allez-y. Oui, en fait, on a eu du mal à se connecter, donc c'est pour ça qu'il n'y a que les initiales, c'est le MPP Interface SDF à Lyon. Et je voulais rebondir sur la collègue de Diogène. Effectivement, nous, on a 11,5
d'ETP, de psychologues, ce qui pose des problèmes de coordination énormes pour la métropole de Lyon. Et effectivement, on a embauché une coordinatrice qui est à côté de moi. Mais effectivement, le problème du statut est très complexe parce que quel est le contour du poste? Ça pose quand même, là, il y a quelque chose qui est sûrement à clarifier et à quel niveau on embauche. C'est vrai que moi, je suis tout seul actuellement depuis 1 an sur le MPP qui compte une douzaine, 13 personnes. Embaucher une dizaine, voire une vingtaine de psychos si on prend, parce qu'on s'est un peu cassé les dents au premier wagon, on voulait que des temps plein, et en fait, les gens ne tiennent pas sur les temps pleins. Donc, on a tout divisé en deux en mi-temps, donc ce qui va faire à terme une vingtaine de psychos. 21. Ce qui veut dire 21, ce qui veut dire un local. Alors, on a dans le cahier des charges, enfin dans le profil de poste, on dit qu'il y a le mercredi matin obligatoire, il y a une matinée obligatoire où ils sont tous ensemble, et l'hôpital met à disposition une salle, mais c'est juste, on a l'impression d'être un peu invité dans l'hôpital, on n'a pas, c'est pas notre local, voilà, il y a des petites choses comme ça. On avait négocié au départ quand même les budgets supervision, j'espère qu'on les a, mais les supervisions pour 20 personnes, ça ne va pas suffire. Voilà. Du coup, ça crée aussi, j'ai envie de dire, des tensions entre le MPP et ce dispositif, que nous, on appelait le DRAP, un dispositif ressources d'accompagnement psychologique. Et c'est vrai que ça crée aussi un peu des tensions à l'intérieur de l'EMPP, et on est parti sur l'idée de faire deux dispositifs complètement différents, bon, rattachés dans le même pôle de l'hôpital, mais deux dispositifs différents qui aura forcément des liens partenariaux, mais on peut pas, c'est pas la même chose. Hein. J'ai envie de dire, c'est pas le même boulot, et il faut qu'on se différencie. Voilà. D'autant plus que, si je peux me permettre de compléter, c'est qu'en fait, le MPP, donc c'est 12 personnes qui travaillent. Le DRAP, donc c'est 21, plus la coordinatrice 22. Donc, comment acculturer une équipe qui fait le double de l'équipe initiale, c'est une réelle question. Et dans des locaux qui ne nous permettent pas de nous réunir. Je précise que les locaux de l'EMPP ne sont pas suffisamment vastes pour accueillir l'ensemble de l'équipe. Donc, la question de l'affiliation est une réelle question, je pense, qu'il faut se poser et qui est très différente d'une EMPP à l'autre. J'avais commencé à essayer de créer des liens avec des EMPP qui avaient des postes psychologues mesure 9. Et en fait, quand on a un poste ou deux postes, effectivement, il y a une identité d'équipe qui ne questionne pas trop, même si les missions sont différentes. Mais quand on a 21 postes, 21 personnes qui viennent travailler sur ces dispositifs, elles ne peuvent pas faire partie de l'EMPP. Actuellement, en tout cas, à Lyon, les conditions ne sont pas réunies. D'où l'intervention du docteur Vignol qui dit effectivement ça crée des tensions entre les équipes. L'EMPP pensant qu'elle doit porter ce dispositif, ou en tout cas l'accompagner dans sa construction, mais c'est impossible vu le volume et vu la manière dont ça se passe. Voilà, c'était juste. Et on se propose de faire un état des lieux, disons, des options qui ont été prises pour ces différents montages lors de la journée nationale des EMPP sur Lyon. Mais il ne faut pas qu'on l'embolise avec justement cette mesure-là, parce qu'effectivement, c'est un petit peu à côté des EMPP, mais je pense que les différentes options, positionnement, c'est peut-être intéressant qu'on puisse balayer un petit peu ce champ-là pour voir. Parce que finalement, on pensait qu'on était les seuls avec un coordinateur, mais voilà, on n'a pas de vision nationale. Et on s'aperçoit que Diogène a fait un peu un montage similaire, donc avec la même difficulté au niveau du nombre de personnes. Et c'est hyper intéressant, mais effectivement, c'est différent de ce que disait Florence, des EMPP, où il y a un ou deux postes ou un mi-poste. Souvent, c'est les mêmes psychos qui sont à mi-temps sur un côté et à mi-temps de l'autre. Donc, je pense qu'il y a de multiples possibilités de montage. C'est peut-être intéressant de voir un peu, déjà débrouiller un petit peu quelles sont les options qui ont été retenues à droite et à gauche pour voir les différences, enfin, comment ça peut se jouer hein, dans un petit état des lieux, mais déjà de démarrage, enfin, j'ai envie de dire, parce que les recrutements ne sont pas finis. Hein. Oui. On est à la troisième phase et on peine un peu à trouver des psychos. On peine un peu. Non, mais ça peut être une très bonne idée et comme le disait Adeline, de toute façon, on souhaitait faire un état des lieux de manière générale de la mesure, pour la fin 2024. Donc peut-être à voir, justement si cette question on peut l'intégrer. Je sais pas encore, comment est-ce qu'on va procéder, mais que ce soit, au niveau national, ou, avec l'aide des coordonnateurs, dans tous les cas, enfin, je pense que cette question est effectivement très intéressante pour voir ce qui a pu se mettre en place, au niveau des différentes équipes.
Après, je ne sais pas si tous les psychologues sont détachés comme nous, c'est-à-dire que nous, les psychologues du DRAP sont détachés dans les structures de l'hébergement d'urgence, et ils reviennent à l'hôpital le mercredi matin pour les réunions. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de locaux, donc d'identité d'équipe en fait. Hein. Et ça, on voit que ça affecte le moral des troupes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont besoin de se retrouver, d'avoir un espace commun où il y a le nom sur la porte, où il y a une entité qui existe. C'est déjà compliqué de se confronter à une pratique hors les murs, c'est compliqué quand l'institution n'est pas vraiment là, même si moi je vais dans les structures, ça reste quand même pas du tout la même chose que quand on travaille avec son équipe. Donc il y a une vraie solidarité entre elles, mais il y a aussi le besoin d'avoir un lieu. En plus, on est un hôpital, on a des logiciels sécurisés, il faut qu'on puisse imprimer, il faut qu'on ait du matériel voilà, qui soit, je dirais, qui passe un peu tous les obstacles. Donc voilà, c'est vraiment une question qui revient beaucoup et que je porte, je pense, parce qu'elle me paraît tout à fait importante. Oui, c'est bien pris. Merci beaucoup. On a une question de Monsieur Mouret. Moi, et bonjour, moi, je... Brice Moret, SDAT à Dijon, donc le président de la FAS Bourgogne-Franche-Comté également. Alors, je suis désolé, j'ai eu un appel, donc je n'ai pas entièrement entendu, mais j'avais une question, puisque en Bourgogne-Franche-Comté, a priori, les ETP sont plutôt rattachés à des associations et pas à des équipes mobiles psychiatrie de précarité. Donc, on est en période de préparation budgétaire. Donc, est-ce que j'ai bien entendu qu'on n'avait pas encore de financement pour 2025? C'est bien ça? Oui, en fait, il n'y aura pas de financement supplémentaire. Après, tous les financements qui ont été donnés ont été donnés de manière pérenne, que ce soit sur 2022, 2023, 2024, avec bien évidemment les difficultés que peuvent représenter les crédits FIR, hein, et on en est conscient, mais c'est vrai que c'est des crédits qui ne sont pas fléchés comme peuvent l'être des crédits en ONDAB, mais les crédits sont bel et bien pérennes. Simplement, pour le moment, on n'a pas de crédits supplémentaires qui vont venir s'ajouter à ces crédits-là pour 2025 en tout cas. Ouais, donc, c'est-à-dire qu'on préserve les crédits qu'on a eus jusqu'à présent. Oui. Ok, très bien. Bon, bah, parfait. Très bien. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai juste le nom Trouard. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Ouais, alors. Bonjour. Je crois, mais je ne sais pas où ça prend. Attendez, on a des petits problèmes de micro. Hop, allez-y. Je suis le docteur Moravdelli, responsable de l'EMPP d'Abbeville. Abbeville est une petite ville de la Somme, à côté d'Amiens, et je suis avec mes collègues. Ma question pourrait peut-être paraître un peu dérisoire par rapport à ce qui a été évoqué, mais par rapport à l'enveloppe qui a été allouée en termes d'ETP, est-ce qu'on a un ordre d'idée du salaire qui est proposé aux psychologues en net quand ils arrivent sur une EMPP? C'est-à-dire, j'ai eu un peu de mal à recruter, et puis il y a eu cette question qui a été posée au-delà des histoires de l'expérience et de l'échelon, hein, mais initialement, ils sont recrutés à combien? Alors ça, je pense que ça dépend des régions, parce que comme le disait Salima pour la région Île-de-France, eux, ils ont fait le choix de revaloriser les salaires, parce qu'en fait, nous, on avait budgété d'une certaine manière les postes, mais ensuite, certaines régions ont décidé de recruter moins de TP pour pouvoir augmenter les salaires. Donc ça, on n'a pas de vision sur l'ensemble du territoire de ce qui se fait, mais on pourrait poser la question, effectivement. Enfin, nous, on n'a pas cette vision-là au niveau du national, mais peut-être voir ce qui se fait dans d'autres équipes et dans d'autres régions. D'accord. Et je suis désolée, j'ai zappé Madame Caillou qui était avant, si vous voulez prendre la parole. J'ai pas la caméra. Merci. Je rebondis un petit peu sur tout ce qui s'est dit déjà. Donc moi, je suis Madame Caillou, directrice d'activité sur le Val d'Oise, porteur d'une équipe mobile de psychologues, donc pour l'association Aurore. Voilà, tout ce qui est dit là aujourd'hui me fait écho, hein, par rapport à la question effectivement de la coordination, des moyens logistiques. Ce sont des sujets qu'on a avec l'ARS du 95. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à des difficultés
qui sont effectivement sur la question de la coordination. Et nous, on a fait le choix finalement que cette équipe soit pilotée par une chef de service qui est déjà en place, qui par contre qui a d'autres dispositifs, donc qui n'a pas que cette équipe mobile, qui n'est pas de formation psy, mais ça c'est pas grave. Mais en tout cas, et je pense qu'elle est dans la salle virtuelle si elle veut compléter, on voit bien qu'effectivement il y a nécessité en tout cas de pouvoir travailler à la question du faire équipe. C'est-à-dire que quand bien même les psychologues sont sur les structures, il y a nécessité effectivement qu'à un moment donné, ils puissent faire équipe, qu'ils puissent échanger effectivement sur leurs pratiques, et puis aussi sur des thématiques qui vont être à la fois transverses ou peut-être un peu singulières en fonction des structures où ils interviennent. Donc nous, on est sur tout le Val d'Oise, hein, sur effectivement le secteur de l'AHI, accueil de jour, accueil de nuit, CHRS, CHU, etc., etc. Et on voit bien qu'effectivement, ce sont des profils hein, qu'on va rechercher d'ailleurs pour construire cette équipe. C'est pas rien effectivement que d'aller hors les murs. Mais il y a aussi la question de toute la logistique, puisque c'est une équipe mobile, et va se poser la question effectivement de la mobilité. Parce que même si certaines structures dans lesquelles on intervient pourraient éventuellement nous prêter, mettre à disposition des véhicules ou autres, voilà, de toute façon, on est tous un peu serrés sur ces questions-là. Et donc, nous, on est confrontés aussi à cette difficulté-là qui est voilà, hein, comme on ne peut pas forcément investir dans des véhicules ou même dans des vélos, je ne sais pas. Voilà, ça c'est une autre difficulté aussi à laquelle on est confronté. À côté de ça, par contre, une chose est sûre, c'est que ça répond à un besoin sur le Val d'Oise. On est assez bien repéré depuis l'ouverture, donc un peu moins de 2 ans maintenant. Un vrai besoin et effectivement quelque chose qu'il faudrait, et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire sur le 95, qui se développe aussi du côté du DNA. Donc je vois que finalement, toutes les difficultés que nous, on peut rencontrer ici sur le 95, c'est quelque chose qui est complètement partagé sur le plan national. Et puis effectivement, ce sera peut-être l'occasion de pouvoir penser la question de la coordination et toutes les difficultés auxquelles tout le monde est confronté. Par contre, voilà, ça reste un dispositif qui est extrêmement intéressant et qui vraiment répond à un besoin, en tout cas du côté du Val d'Oise. Merci beaucoup. Voilà. Et la question des locaux également aussi, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que ça rejoint ce que vous disiez, Ouais, y tout compris à fait, sur ça la rejoint mobilité, absolument. les Ouais, véhicules, tout à fait, c'est un peu dans le même, tout à fait, dans le ouais. même paquet, tout ce C'est qui est ça, matériel et ça, locaux. c'est ça, Effectivement, on n'a pas forcément de financement dédié à chaque fois, Ouais. mais qui sont bien nécessaires. C'est ça. Alors, Madame Leproux? On ne vous entend pas. Lever la main ou alors... Ah là, oui, là c'est mieux. Vous m'entendez? J'avais pas de questions à poser. Je suis désolée, ça doit être une erreur de frappe. Ah d'accord, ça marche, aucun problème. Attendez, parce que peut-être que quelqu'un a parlé, Je crois ou qu'en alors fait, c'est il un... y a Leproux et Leproux. Et il y a Madame Ah Leproux. pardon, non, je parlais de Madame Leproux, Eva. Et du coup, Madame Leproux, Eva, je ne vous entends pas. Non, toujours pas. Je suis désolée. Peut-être qu'on peut passer à la question suivante et si vous voulez écrire dans le chat qu'on vous réponde. Le micro marche là maintenant? Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah bon, j'avais pas appuyé sur la bonne touche, pardon. Donc, c'est le MPP d'Orléans. Donc dans le Loiret. Alors, nous, c'était simplement pour vous faire retour aussi de la mise en place ici. Alors, on n'a pas les mêmes soucis peut-être de coordination, puisqu'on n'en est pas à 12 ETP à coordonner, etc., puisqu'on a une psychologue, et encore elle est partie, sur le département. Mais les questions étaient un peu similaires, c'est-à-dire que entre une psychologue rattachée à l'EMPP, mais en même temps, dans le cadre de la circulaire où il est défini que ce n'est pas un renfort de l'EMPP, c'est vrai que ça a un peu perdu les équipes.
de comment s'articuler, comment fonctionner. C'est une petite équipe, hein, notre MPP, qui travaille avec un médecin qui n'est pas psychiatre, la responsable est addictologue. Donc, le besoin en psychologue est identifié pour le MPP, mais en même temps, la psychologue devait être rattachée à leur équipe, mais sans y être. Donc, les missions, c'était difficile à construire. Ça a été difficile de trouver une professionnelle, une psychologue. C'est une jeune qui est arrivée, très, très volontaire, très intéressée par le poste. Mais en fait, le morcellement n'a pas été supportable dans le temps. Donc, bon, elle a fait le choix de trouver un poste plus stable, plus posé pour un début de carrière en plus. Donc, voilà, je crois que le problème de coordination, j'ai bien entendu que quand ils sont beaucoup, il faut pouvoir se coordonner. Mais à contrario, quand on est seul, le morcellement entre les structures et le MPP, où finalement ce statut de rattaché à une équipe sans y être réellement, c'est pas non plus très simple à construire. Voilà. Donc, nous allons à nouveau chercher une psychologue ou un psychologue pour occuper ce poste. Voilà, en essayant d'utiliser cette expérience et faire autrement. Mais c'est vrai que ça. Alors, les questions de locaux, de mobilité, enfin bon, on a les mêmes hein, aussi. Voilà, c'était simplement pour faire retour des constats. Merci beaucoup. Monsieur Placé, Gérard. Votre micro est coupé. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Oui, donc en fait, moi je suis directeur d'établissement de soins résidentiels et ACT et l'HSS LAM, mais aussi de l'EMPP et maintenant de l'AHI. C'était pour témoigner et aussi pour répondre à la question par rapport au financement et à la gratification, la rémunération. Donc moi j'ai conscience que le MPP, elle est pour le coup un petit peu décalée par rapport à l'ensemble des partenaires, puisqu'on est une des seules à être associative en fait, hein. Donc on bénéficie à ce titre-là des moyens mutualisés de l'association du Nord, Equalis Nord Seine-et-Marne. Et donc là, on n'a pas de difficulté pour cohabiter avec le MPP. Les bureaux, les salles de réunion, c'est vraiment une réelle plus-value. Par contre, la dotation, 198 000 €, elle est donnée pour 3 ETP. Nous sommes conventionnés, convention 66. Avec la grille des salaires, ça passe pas, hein. Donc là, les 3 ETP, c'est 2,5 ETP en réalité, hein, qu'on peut se financer. Et avec deux véhicules légers de location, du loyer, et puis un tout petit peu de temps de coordination hiérarchique. Voilà. Et de constater, c'est dramatique, hein, je n'ai jamais rencontré autant de difficultés pour recruter des psychologues. Bon, pourtant la convention 66, elle est plutôt avantageuse avec des congés trimestriels. Avec maintenant, c'est aussi les postes sont ségurés, hein, il y a aussi le Ségur qui vient complémenter le tarif. Mais là, c'est une catastrophe. Depuis le 1er janvier de cette année où je dois mettre en place cette équipe, je salue Madame Villette qui est également à ce webinaire. On n'en a qu'une sur 2,5 et 0 candidature. Je ne comprends pas. Merci beaucoup pour ces éléments et ces précisions, notamment sur les financements. On a une question également de l'EMPP du Bouguenais. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Méline Le Trillionnaire, je suis avec mon collègue Stéphane Brûlé qui est cadre de santé. En fait, je suis infirmière en pratique avancée, mention psychiatrie santé mentale, et je suis sur du coup le MPP et notamment la mesure 9 depuis cet été. Et c'est vrai que je me questionnais un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres IPA sur les EMPP? Est-ce qu'il y a un petit retour
voilà, sur l'articulation avec les EMPP, les psychologues et puis les lieux d'intervention. Et les spécificités du travail IPA, donc dans le cadre de la mesure 9. Alors, encore une fois, je ne crois pas que nous, on ait l'information. Enfin, Adeline, tu me corriges si on l'a, mais au niveau national, on a eu des retours de beaucoup de régions, en tout cas, où c'était principalement affilié à enfin, surtout psychologues dans des EMPP. Mais voilà, après, dans le chat, je vois qu'il y a plusieurs réponses avec des IPA dans les équipes. Donc, si vous voulez aussi prendre la parole pour réagir, Oui, n'hésitez je pas. vois qu'il y a beaucoup de retours. Peut-être qu'on pourrait se contacter éventuellement pour en discuter. Effectivement, on parle de répertoire pour les psychos, mais est-ce qu'on peut en avoir un également pour les IPA au niveau régional, voire même national, ce qui pourrait être intéressant pour le partage d'informations et de pratiques? Oh bah oui, oui, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça. Enfin, l'idée, c'est d'avoir un annuaire exhaustif des professionnels qui sont recrutés dans le cadre de cette mesure. Donc, je pense qu'en fait, en Occitanie, comme il y a principalement des psychologues, c'est pour ça que cette proposition avait été faite. Mais on peut totalement intégrer les IPA, les autres professionnels, sans problème. Merci. Merci à vous. On avait également une question de Madame Cassagne Amandine. Et de mettre ma caméra. Ça ne fonctionne pas depuis tout à l'heure. Non, on n'a pas le fond. Je suis Amandine Cassagne, je suis responsable donc d'une équipe mobile mesure 9 justement sur la Haute-Garonne, donc portée administrativement par une association. Et donc mes questions, c'était justement sur le sujet de l'IPA. IPA ou IDE, en tout cas, nous, c'est prévu dans le cahier des charges et c'est vrai qu'on se questionnait un peu sur les missions, comment intégrer donc cette IDE ou IPA au sein d'une équipe de 7 psychologues, l'équipe qui est quasiment recrutée. Donc, c'est vrai que j'aurais été curieuse aussi de connaître les missions qui sont pratiquées par ces professionnels pour ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience d'historique. Et ma deuxième question, c'était au niveau du périmètre. Nous, il n'est pas prévu que les psychologues interviennent sur les réunions d'équipe, sur les différents sites d'hébergement. Et je voulais savoir, est-ce que donc certains étaient dans la même organisation et comment vous travaillez avec les équipes? Nous, il y a des temps de coordination et des temps de synthèse qui sont prévus. Je voulais savoir comment ça se passait sur d'autres équipes, parce que les psychologues sont parfois un peu frustrés de ne pas pouvoir assister sur ces réunions d'équipe. Merci pour votre question. Je laisse les équipes répondre, que ce soit dans le chat ou à l'oral. Je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si c'est une ancienne main, l'équipe d'Addeville ou pas. Alors, Vivien Bocquet, le psychologue de l'EMPP d'Abbeville. Nous, on a trouvé un compromis qu'on essaie de mettre en place par rapport aux espaces et à la mobilité. C'est qu'on a demandé à avoir un financement pour un cabinet mobile, on va dire, pour pouvoir faire des entretiens. Étant donné qu'on est beaucoup dans la ruralité, on a cette limite-là. On aimerait savoir dans les EMPP qui sont présentes s'il y a quelque part quelqu'un qui a déjà mis ça en place pour savoir sur quel modèle se mettre, les tarifs, tout ça. Pour résoudre le problème des locaux. Ouais. Donc là, vous avez obtenu les financements? Non, pas encore, vous avez fait la demande. On a fait la demande et c'est en cours d'être pensé. Ok. Voilà. Une question de Madame Amar Anne-Sophie. Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, l'idée, bonjour à tous. C'était pas plutôt une question, c'était plutôt sur un témoignage de nos manières de fonctionner, même si je suis bien consciente que même si il y a des diagnostics communs au niveau national qui reviennent, globalement, la manière d'y répondre sera très différente en fonction des territoires, par rapport justement ruralité ou pas. Il n'empêche que nous, par rapport à la question de tout à l'heure, on a vraiment fait le choix, et là pour le coup on insiste, auprès des partenaires chez qui on intervient, est-ce que les collègues psychologues puissent faire partie des temps d'équipe clinique, parce que voilà, il y a déjà nous un temps qui est dédié sur le service où les collègues
font équipe, parce que ça nous a paru être quelque chose de très important. Mais sur les structures sur lesquelles ils interviennent, comme on n'intervient pas dans l'urgence, nous, c'était notre choix de fonctionnement, on demande de manière systématique, sur une rythmicité propre à chaque structure, que les collègues psychologues fassent partie du coup des réunions d'équipe sur des temps cliniques, puisqu'on ne fonctionne vraiment pas comme une permanence de libéral en structure, mais vraiment comme un partage d'informations et un apport clinique aux collègues de terrain pour les soulager. Et ça me paraît pour le coup indispensable, et puis pour que le collègue aussi soit le moins en souffrance possible et se sente le moins esseulé sur les structures sur lesquelles il intervient. En tout cas, nous, c'est le choix qu'on a fait chez nous, mais parce que c'est possible, encore une fois, au vu de la densité et de la manière de laquelle on a réfléchi l'action, puisqu'on est sur une grosse équipe pour le coup, et dans une zone qui est très dense et qui n'est pas trop en ruralité. Du coup, voilà. Après, je me permets, on rejoint, voilà, puisque je travaille avec Madame Caillou, donc le diagnostic sur la difficulté de la mobilité et du bureau. Vraiment, les collègues peuvent le dire, cette importance d'avoir leur place, de trouver leur place. Les collègues psychologues sont en souffrance à ce niveau-là, ça dit quelque chose. Et nous aussi, ça a été abordé, du coup, à voir la faisabilité, parce que voilà, de potentiellement un véhicule qui permettrait des consultations ailleurs, pour apporter ce témoignage. Merci. On a une question de l'EMPP de Roanne. Non, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Non, c'était juste pour dire qu'on était très intéressés aussi par l'idée d'un bus, d'un outil pour se déplacer. En tout cas, nous, on y réfléchit là depuis quelques jours. Et donc, on est bien intéressés si aussi il y a des informations ou des aides au niveau de comment on pourrait financer ça. Et alors, nous, on a fait une petite recherche. On commence à faire une recherche sur ce type de dispositif, pas forcément dans les EMPP, hein, mais ailleurs. Et alors, il y en a un qui n'est pas très loin de chez nous, qui a été construit par l'équipe mobile Santé Précarité, qui s'appelle le bus AJD, si vous voulez regarder sur Internet. Bus AJD. Donc, on va essayer de les rencontrer bientôt, quoi. Comment vous écrivez AJD? AJD. AJD. Bus avec 2 S. Merci beaucoup. Peut-être qu'on pourra faire aussi un... Pardon, allez-y. Oui, je voulais juste reprendre l'équipe du docteur Trouard, la ville, en fait, où l'équipe travaille, parce que je n'ai pas retenu. Si on a des projets communs, peut-être qu'on peut aussi s'échanger des informations de temps en temps. Et je n'ai pas retenu la ville. Abbeville, il me semble. Oui, c'est le MPP d'Abbeville. Et c'est Ok, le merci. Abdelli. Ah, pardon. Oui, c'est pas grave. Abbeville. Oui. Et si vous voulez nous contacter, le mail, c'est empp@ch-abbeville.fr. Voilà. Pas de problème. On peut le mettre sur le chat. Ah oui, on va le mettre sur le chat. Merci. Et peut-être que dans le compte-rendu, on pourra aussi faire un petit appel à témoignage sur le sujet, justement, ou passer par nos coordonnateurs, enfin, voir comment est-ce qu'on peut obtenir les informations sur ce genre de dispositif, voilà, pour que vous puissiez vous mettre en contact. Ok, merci. On a une question du docteur Bertolon. On ne vous entend pas, François. Si vous voulez réessayer. Peut-être qu'on peut passer à la question suivante et après je reviens vers vous s'il y a plus de problème technique. Alors ensuite, on a une main levée, Madame Favriani.
Oui, et bonjour. Moi, je suis directrice d'une structure sociale basée en Haute-Saône, dans le 70. Nous avons une infirmière à temps plein que le poste nous a été octroyé par la DEDSPP à titre expérimental depuis le 1er janvier 2022. Et cette infirmière fait valoir son projet de faire la formation IPA, ce qu'on trouve très bien et ce qui serait très utile pour l'ensemble des activités de l'association. Simplement, je m'étais renseignée du côté des ARS puisqu'il y avait un projet de crédit pour aider à ces formations, mais qui manifestement ne concernerait pas les structures sociales. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'évoluer, sachant que la personne va partir 2 ans à 100%, voilà, comment on peut financer, la remplacer, etc. Et quelles sont les aides possibles? Ça, il faut qu'on regarde. Donc, vous aviez une réponse de votre ARS qui vous avait dit que ce n'était pas possible, c'est ça? C'était réservé plutôt aux structures sanitaires et à la marge médico-sociale, mais alors le social, sûrement pas. D'accord, ok. On regarde le sujet, on vous répondra, on mettra dans la foire aux questions. Merci. Docteur Berthelon, vous voulez réessayer ou non? Désolée. Mais peut-être dans le chat. Ok, ça marche. Madame Blanc-Février pour la RS Occitanie. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur 2 points. Le premier sur les personnes du DNA, la question de Montauban. Effectivement, au tout début, le cahier des charges est relativement large, mais du coup préciser que étaient ciblées en priorité les personnes accueillies en HAI et donc du coup à HI, pardon, et du coup on avait mis de côté les personnes du DNA. Et effectivement, je partage ce que disait Adeline tout à l'heure, donc tout à fait, je pense qu'on va faire un lien avec toutes les DD d'Occitanie en expliquant qu'on peut faire, une fois que les besoins en HI ont été couverts, on peut aller vers le DNA. Seul petit bémol, c'est que pour l'instant, on n'a pas de crédit supplémentaire pour pouvoir déléguer des crédits d'interprétariat. On est en train d'y réfléchir, mais qui dit DNA dit personne allophone, donc les psychologues risquent d'avoir peut-être des difficultés. Et deuxième point, il faut vraiment que ça soit réfléchi avec la DRETS et les dettes, parce qu'il ne faut pas que l'équipe puisse répondre tout de suite à une sollicitation d'un établissement, parce que j'ai peur qu'en termes d'organisation, ça soit difficile. L'idée aussi, c'est qu'il y a pas mal de besoins dans le DNA et que l'équipe ne soit pas sous l'eau très rapidement. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de revenir vers la DDRS, qu'on en discute. Moi, je vais en discuter avec ma collègue du coup du 82, mais voilà, de pas faire voilà, tout seul et voilà. Et deuxième point, c'était sur la Haute-Garonne, parce qu'avant d'être au niveau régional, j'étais en DD31, et pour la DD31, on a en fait recréé un cahier des charges en partant de l'instruction nationale. Et on avait vraiment précisé que les psychologues mesure 9 n'étaient pas là pour soutenir les professionnels. Je sais qu'il y a un besoin, mais nous, on voulait vraiment prioriser envers les personnes, et d'où le fait qu'on a dit que les psychologues ne pouvaient pas ne pouvaient pas être présents à chaque réunion d'équipe des structures, parce qu'un poste de psychologue a environ 4 structures. Nous, sur la Haute-Garonne, entre 3 et 4, c'est très, très compliqué toutes les semaines qu'il assiste à toutes les réunions cliniques. Donc, ça a été un choix là pour pas qu'il y ait, que ce soit au détriment en fait, des personnes accompagnées. Ça a peut-être ses limites, mais on se laissait au moins cette année, avec notamment le CRM sur le 31, pour voir un petit peu si les psychologues se sentaient trop exclus de l'établissement. Et voilà, on fait en marchant, hein, on verra en fonction. Mais voilà, c'était pour réexpliquer la raison pour laquelle nous, et de manière générale sur l'Occitanie, on n'a pas privilégié ces temps psychologues sur les réunions d'équipe des établissements. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois que dans le chat, le M3P Diogène, vous parlez d'un bus. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour préciser un petit peu. Vous aviez levé la main tout à l'heure ou Oui, justement, je viens d'envoyer une petite photo justement de notre bus. Alors nous, on a fait un appel à projet il y a un peu plus d'1 an. Alors avant même la mesure 9, et la mesure 9 a intégré ce projet de mobilité justement pour certaines situations exceptionnelles. Donc là, c'était juste pour partager. Alors ça va être peut-être un petit peu long aujourd'hui, mais si certains veulent prendre contact avec nous, on partagera volontiers notre expérience. On a eu 200 000 €
pour commander un bus qu'on partage en polydisciplinarité avec tout le réseau Santé Solidarité Lille Métropole, qui est un réseau très, 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 très construit depuis des années, depuis plus de 20 ans, et qui associe beaucoup, beaucoup de partenaires de la grande précarité. Et donc, ce bus nous permet de faire des consultations, et c'est vraiment effectivement une plus-value énorme, des consultations en polydisciplinarité, y compris avec des somaticiens. Et donc maintenant avec les psychologues de la mesure 9. Voilà. Donc c'était pour dire que oui, ça peut se faire, c'est compliqué. Ça aussi, ça nécessite quasiment un mi-temps de coordination pour la distribution et la répartition du véhicule. Je ne vous cache pas que pour avoir le véhicule, une fois qu'on l'a commandé, il y a eu quasiment 2 ans, le temps que les pièces que le bus soit construit. Donc c'est très long à obtenir. Après, on avait un niveau d'exigence et un cahier des charges très, très ambitieux. Voilà. Donc c'était pour dire que nous, on commence depuis plusieurs semaines à travailler avec cet outil-là, et qu'on est prêt à partager notre expérience. Et voilà, que les collègues qui sont intéressés reviennent vers nous, on partagera ça. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Peut-être que, je ne sais pas si vous avez laissé votre contact dans le chat, mais peut-être moi je pourrais aussi vous contacter, comme ça on pourra faire parvenir quelques éléments dans le compte rendu pour que tout le monde les ait. Et puis après, si d'autres collègues souhaitent vous contacter directement. Il y avait une question, du coup, la question du docteur Berthelon, c'était au sujet du financement, avec une crainte que la réforme du financement altère finalement les financements qui sont dédiés aux EMPP. C'était simplement pour préciser que le risque, entre guillemets, réside plutôt dans le fait que ce soit des crédits FIR, comme je le disais tout à l'heure, et qui, du coup, ne sont pas des crédits fléchés. Et finalement, rien n'empêche à un moment donné à l'ARS de flécher autrement et de répartir autrement. Parfois, on sait que sur le FIR, c'est plutôt sur 2 ou 3 ans qu'on va avoir des crédits sur une certaine mesure, et que parfois, ça peut être réévalué. Pour autant, rien dans le cadre de la réforme du financement n'amène ce sujet-là normalement. Ça ne devrait pas poser de soucis. Surtout qu'après, là, on est vraiment sur les crédits EMPP, mais dans le cadre des crédits EMPP, on est vraiment sur des crédits qui sont pour le coup fléchés, puisqu'on a un compartiment spécifique dans les activités spécifiques régionales. Voilà, là, après, on s'écarte un petit peu du sujet, parce qu'on est sur 2 financements différents entre la mesure 9 des assises et le financement des EMPP, qui bien évidemment sont liés. Mais voilà, la réforme du financement ne devrait pas avoir d'impact, en tout cas, sur cette mesure et sur leur pérennité. Alors, il y a eu pas mal de questions dans le chat, mais vous inquiétez pas, on y répondra dans tous les cas par écrit. Je ne sais pas s'il y avait d'autres prises de parole à l'oral, ou est-ce que c'était bon pour vous? Madame Favré, c'est une ancienne main qui est levée. Oui, oui, tout à fait. Ok. Madame Poncelet-Emilia? Madame Poncelet, vous venez de lever la main. Votre micro est coupé, je ne sais pas si c'est ça le souci, mais peut-être Barbara, si tu veux prendre la parole en attendant. Oui, rapidement. Merci pour tous ces échanges. Donc, on a bien vu les difficultés davantage au niveau organisationnel et logistique, et d'un portage administratif qui amène une lourdeur administrative. Voilà, on l'a bien compris. Néanmoins, voilà, les 3-4 minutes qu'il nous restent, je voulais savoir s'il y avait des psys de la mesure 9 qui étaient présents, s'ils pouvaient témoigner un peu par rapport à leur vécu professionnel, parce que nous, de notre côté, on a vraiment l'impression que cette mesure a tout son sens, elle est nécessaire, c'est une vraie plus-value auprès du public hébergé dans les secteurs HI.
On serait ravis de pouvoir les déployer aussi au niveau demandeurs d'asile, enfin, structure d'hébergement demandeurs d'asile, avec vraiment des travailleurs sociaux dans les structures qui sont vraiment soulagés et particulièrement contents de cette offre de soins, et aussi au niveau des MPP, parce que mine de rien, auparavant, il y avait souvent les MPP qui assuraient des permanences dans les secteurs HI. Donc, c'est une vraie complémentarité et finalement une vraie réponse à des besoins qui sont très, très importants. Donc, voilà, si on pouvait avoir un peu peut-être les retours des psys, parce qu'on a l'impression que c'était vrai, leur travail est vraiment apprécié, utile et nécessaire. Peut-être l'équipe de Nantes, si vous voulez prendre la parole. Bonjour, Anne Grimaldi, psychologue sur le renfort CHU de Nantes. Je suis avec mes collègues. Bonjour. Du coup, oui, peut-être un petit témoignage rapide sur la constitution de l'équipe et un peu ce qu'on vit depuis 1 an. À la fois l'importance dans ce qui a pu être dit là, effectivement, de locaux communs, du faire équipe de notre côté, de pouvoir se voir. Nous, on se voit toutes les semaines, plus les interstitiels. Et ça, c'est possible. De l'articulation avec l'équipe ELPP qui nous a permis une première acculturation au terrain, à travers comme ça les savoir-faire, savoir-être aussi de ces soignants qu'on a rencontrés, qu'on a suivis, etc. Maintenant, les questions actuelles, c'est vraiment plus les questions du... Comment ? Je crois qu'il y a un écho avec... Ah, d'accord. Vraiment les questions du dedans-dehors, c'est-à-dire comment on s'articule, on s'acculture avec ces structures du social. Nous, on tient beaucoup à ces temps de reprise, en tout cas de rencontres avec les institutions, aussi parce que ça a des effets et que de ça dépend finalement l'efficience de notre travail dans les rencontres individuelles avec les personnes. Finalement, plus ça peut se sculpter entre ces lieux du social et le lieu de l'hôpital, et plus ce sera efficient dans ces rencontres-là. C'est vraiment un travail à plusieurs. Et ça demande encore du temps de travail aussi avec l'INTRA, avec les CMP, et puis de rencontres avec ces structures-là, ce qui n'est pas toujours simple. Il y a aussi des questions de locaux, effectivement, sur ces structures-là. Ça, c'était des questions qui ont été amenées. Mais voilà, c'est un travail qui est très riche et pour le moment, les retours sont très positifs. En tout cas, il y a des retours riches sur ce qui se passe et des effets déjà sur ces structures d'accueil. Je ne sais pas si le collègue... Je partage plus ou moins ce que tu viens de dire. Oui. Merci beaucoup pour ce partage. Il nous reste quelques minutes, Madame Cotret. Marilyn ? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, parfait. Ça fonctionne. Oui, moi je suis psychologue, je suis rattachée en accueil de jour. C'est un petit témoignage pour répondre à Barbara Bertini en tant que psychologue. Je vais faire court. Donc depuis le mois de février, je suis en accueil de jour à 80%. À ma demande, je voulais être à 80% rattachée à l'association Emmaüs sur Montreuil. Et moi, je suis plutôt bien lotie finalement. Alors, j'ai demandé aussi des séances de supervision que j'avais précédemment sur mes autres postes qui m'a été accordée. Et j'en viens d'ailleurs, et ça m'aide beaucoup, évidemment. Donc, je suis rattachée à l'association Emmaüs à l'accueil de jour. Je vous disais, j'ai un bureau et j'interviens depuis peu, donc ça se développe, mais c'est tout frais, au Secours catholique de Montreuil sur un accueil de jour aussi où je vais mettre en place des groupes et ou de l'individuel. Pour l'instant, j'ai plutôt fait une présentation de ma fonction et je vais en direction, enfin j'ai fait pas mal d'informels et je vais en direction du public, mais ça répond plutôt bien. Je vais avoir une salle aussi pour les groupes et un bureau en fonction. Enfin, je tâtonne et je vais voir petit à petit. Et l'association des femmes de la Boissière, je vais y aller lundi après-midi pour des groupes aussi, d'échanges, de paroles et éventuellement de l'individuel.
sur des thématiques. Alors jusque-là, on a fait plutôt des échanges libres, mais je vais mettre en place plutôt des thématiques autour de l'exil, du soutien de la parentalité, voilà ce qui était ressorti sur les groupes précédents. Et en accueil de jour sur Emmaüs, je fais plutôt de l'individuel, mais je commence à être pas mal identifiée. Donc parfois, effectivement, il y a un espace collectif où il y a des collations le matin ou l'après-midi et je me balade aussi de façon informelle. Je vais vers les gens, ils demandent à me rencontrer. Les collègues aussi, travailleurs sociaux, commencent à faire de plus en plus d'orientation vers moi pour des rendez-vous en individuel. Voilà. J'ai négocié aussi une demi-journée de télétravail pour faire des lectures de la préparation qui est non fixe. Donc, et je fais des points régulièrement avec ma chef, assez régulièrement, toutes les 15 jours, toutes les 3 semaines, qui me guide un peu et qui voilà, m'encadre. Donc, je suis plutôt bien lotie, finalement. Assez peu d'échanges encore avec le MPP de Montreuil, mais on va mettre ça en place. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi sur Montreuil, donc c'est agréable de travailler avec d'autres structures comme ça et en partenariat avec les collègues. Voilà, mon petit témoignage d'expérience. Merci beaucoup. Peut-être pour finir, Madame Pauline Vacon. Oui, bonjour. Du coup, je vais peut-être pas apporter mon témoignage, mais je voulais par contre poser aussi une question. C'est la question de la demande aussi des structures dans lesquelles on est détaché. Alors, je rejoins complètement toute la question de l'appartenance. Alors, moi, je suis sur Lyon et du coup, on a vraiment ce travail d'équipe où effectivement, on se réunit le mercredi matin et je partage l'idée des locaux, l'idée de plein de choses. Mais par contre, je me dis aussi qu'il y a comment on travaille la demande avec les structures, quoi, parce qu'il y a les conditions d'accueil. Alors, il y a comment on a réussi ou pas à avoir un bureau. Dans l'équipe, c'est plus ou moins facile. Est-ce qu'il est plus ou moins bien situé? Est-ce qu'il il peut respecter la confidentialité? Enfin, est-ce que l'exercice est vraiment possible? Et puis, de temps en temps, on peut se sentir aussi, non pas accueilli, mais en fait, on est un peu comme un cheveu sur la soupe. On ne sait pas trop dans quelle mesure la structure peut adhérer ou pas à notre présence. On peut aussi de temps en temps être gênant, prendre des locaux. Ça peut être des structures qui peuvent être en difficulté aussi avec leur réalité à elles. Et du coup, c'est comment on peut travailler ça avec eux sans se sentir imposé et puis amener ce partenariat. Je pense que ça peut être un frein à certaines intégrations. Alors bien sûr, il y a le déploiement dans le temps, mais il y a comment le poste de coordination dont on parle me paraît évident. Enfin, nous, sur notre structure, on est unanime, on pense que ce poste, il est essentiel et nécessaire aussi pour travailler ce partenariat avec chaque structure concernée. Nous, ça représente énormément sur la métropole de Lyon. Parce que donc vous, à ce jour, vous n'avez pas ce poste-là de coordination. Alors, si, mais j'allais dire, je ne sais pas si c'est un poste qui est pérenne et à mon sens, il est nécessaire et je partage pour les collègues que c'est un soutien essentiel. Ok, merci beaucoup. Et alors, on avait une dernière main levée. J'ai que le prénom, je pense, Aoudia, si vous voulez clore cette séance. On vous entend pas très bien. Allô, allô, allô? Oui, là c'est mieux. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui, je vous disais merci beaucoup pour ces échanges. Moi, j'avais juste une petite question là. Je voulais rebondir sur le témoignage de Marilyn, donc la psychologue qui vient de témoigner, qui a dit qu'elle travaillait à 80%. Je voulais savoir, est-ce que le restant de cette enveloppe, les 20% restants, est-ce que cet argent-là pourrait éventuellement servir pour tout ce qui était demande d'intervention, supervision et notamment demande de formation? Parce qu'effectivement, des psychologues sont en demande de formation. Ils découvrent quand même quelque chose de nouveau au travers de ces différentes rencontres et ils sont assez ébranlés par la précarité qu'ils rencontrent. Et c'est vrai que la question de la formation se pose énormément. Donc moi, je voulais savoir, est-ce qu'on avait cette liberté-là, si jamais, on va dire 80%, si c'est suffisant pour les territoires qu'on a, est-ce qu'on peut utiliser le reste de cette enveloppe pour les former et pour la supervision?
Ah, c'est à moi mais à moi vous vous adressez directement? Non, pas forcément, hein. Je prenais votre exemple, vous qui Ah oui. travaillez à 80%. Donc, est-ce que Oui, les oui. 20%, par exemple, Ah, c'est restants, ça. on pouvait financer avec votre formation, supervision, intervention? Ouais, c'est Mais je un ne sais ça. pas si Emma, Bah, en avait fait, des… ça, je pense que c'est un peu comme les salaires, c'est un peu en fonction des besoins du territoire. Il y avait, alors j'ai plus le nom, je suis désolée, mais un directeur d'établissement qui parlait tout à l'heure et qui disait que le montant qui avait été alloué permettait pas le recrutement de 3 ETP. Mais par contre, enfin, donc ça avait été à 2,5 ETP, mais ensuite il y avait eu quelques crédits sur du matériel et potentiellement. Ah bah, monsieur Placé, si vous voulez prendre la parole, peut-être. Ce sera plus Oui, simple. bon, le psychologue fait partie entière de l'association et de l'équipe, donc il bénéficie du cadre légal réglementaire sur le plan de formation et puis du partenariat. Pour être plus précis quant à la demande, c'est une enveloppe budgétaire de 198 000 euros. S'il y a, pour X raisons, une économie qui est faite à un endroit, je pense qu'elle peut être orientée, utilisée pour faire de la formation. Dans le cahier des charges, c'est bien spécifié que les psychologues AHI devront être accompagnés par l'équipe mobile psychiatrie précarité qui fait aussi office de formation à certains endroits, ils ont plus d'ancienneté, une bonne connaissance, mais bénéficient aussi des réseaux AHI en termes de formation. Donc, ils peuvent être facilement intégrés à bas coût, en fait, pour faire de la formation sur c'est quoi aujourd'hui la précarité, grande précarité, et tout ce qui en décline, la déclinaison. Là, docteur Mercuel fait aussi bénéficier son réseau pour acculturer les nouveaux entrées. Je ne pense pas que ce soit une problématique budgétaire. S'il y a un petit peu d'argent, on peut l'utiliser dedans. On ne peut pas nous en blâmer, bien au contraire. Merci. Merci à toutes et à tous. Je vous propose qu'on s'en arrête là. On a un petit peu dépassé le temps. Et de toute façon, donc, on vous renvoie l'enregistrement du webinaire. On vous envoie le support. Je crois avoir vu passer le support du webinaire du mois de juin. Mais on pourra dans tous les cas vous remettre un lien dans le mail et une réponse aux différentes questions qui ont été posées à la fois à l'oral et dans le chat. On vous enverra tout ça. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à vous rapprocher au niveau de vos ARS locales, régionales, des coordonnateurs ou même au niveau national. On est à disposition pour vous répondre sur les différents sujets. Merci à toutes et tous et une très bonne journée. Merci, à bientôt. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir, bonne journée.